Pendant des décennies, le marketing et la communication, c'était un peu la guerre froide dans les couloirs des entreprises. Ah, ça, c'est clair. Deux mondes qui se regardaient souvent en chien de faïence. Complètement. D'un côté, on a le marketing, souvent perçu comme la machine à rapporter de l'argent, l'art martial de la vente, les parts de marché, tout ça. Ouais, le côté très rationnel. Voilà. Et de l'autre, la communication. Regardez parfois avec un peu de condescendance, genre le département qui dépense le budget pour organiser de belles soirées, soigner l'image et arrondir les angles. Le fameux cliché, quoi. C'est ça. Le mythe était simple, le marketeur en costume-cravate avec ses tableurs Excel face au communicant un peu artiste avec ses grands discours. Sauf que aujourd'hui, s'accrocher à cette rivalité, c'est prendre un aller simple vers la faillite. Totalement suicidaire. Du coup, aujourd'hui, on plonge dans une pile de documents fascinants. On a des études de cas sectorielles, des analyses sociologiques très poussées et des écrits majeurs sur la stratégie d'entreprise moderne. Des sources vraiment riches, ouais. L'objectif est super clair. Bon, décortiquons un peu tout ça. Que se passe-t-il exactement, mécaniquement, lorsque ceux qui conçoivent l'offre et ceux qui en racontent l'histoire cessent enfin de s'ignorer pour travailler ensemble? En fait, c'est exactement là que se situe le point de bascule des entreprises qui survivent aujourd'hui. Et pour bien poser le cadre dès le départ, cette synergie que nos documents nomment la communication marketing intégrée, Le fameux grand terme technique. voilà, ça sonne très académique, mais c'est pas du tout une simple mode managériale pour faire joli dans un rapport annuel. C'est vraiment une réponse vitale à un environnement toxique pour les marques. Toxique comment? Dans quel sens? Eh bien, on vit dans un monde où l'attention, c'est la ressource la plus rare. Si une entreprise maintient un mur étanche entre ce qu'elle vend et ce qu'elle raconte, le public le détecte instantanément. L'opposition classique, elle est devenue totalement obsolète face à des consommateurs qui sont hyper informés et surtout super bien équipés. D'accord, mais si cette fusion est si évidente et si indispensable aujourd'hui, pourquoi ces deux départements se sont-ils tant détestés au départ? Il y a forcément une différence fondamentale dans leur ADN. Ah, complètement. Ils ne fonctionnent pas sur le même rythme. Du coup, pour comprendre comment on les réconcilie, il faut peut-être d'abord disséquer comment fonctionne le moteur de chacun. Si on regarde d'abord à travers le prisme strict du marketing, on voit bien qu'il y a eu une énorme mutation. C'est-à-dire, Historiquement, le marketing y répondait à un besoin primaire. Il y avait une demande, on créait l'offre. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le mécanisme est super différent. Au lieu d'utiliser de vieilles métaphores avec des bateaux et des radars, moi j'aime bien voir ça comme l'architecture d'une maison. ok, je vois l'idée. Le marketing, c'est ce qui s'assure que les fondations sont solides, que l'emplacement est hyper stratégique et que les pièces répondent, genre millimètre par millimètre, au comportement de ceux qui vont y habiter. C'est une excellente image, parce que l'architecture, ça repose sur des calculs très précis et une vraie compréhension de l'humain. Le marketing moderne, il se contente plus de combler un manque évident en fait, il s'attache à créer un désir latent. Et comment ils font ça, techniquement? Alors, les sources qu'on explore mentionnent des piliers psychologiques hyper classiques, comme la fameuse pyramide de Maslow. Ah oui, les besoins fondamentaux. Exactement. On sait que lorsque les besoins physiologiques et de sécurité sont assouvis, l'individu cherche l'appartenance, l'estime, puis l'accomplissement de soi. Et le marketing traditionnel, c'est très longtemps basé là-dessus. C'est vrai, c'est la base qu'on apprend à l'école. Mais ce qui est fascinant, c'est la façon dont ce mécanisme a évolué à l'ère algorithmique. Aujourd'hui, les algorithmes prédictifs ne se contentent plus de lire la pyramide de Maslow bêtement de bas en haut. En fait, ils l'enchevêtrent. Ils vont croiser d'immenses volumes de données pour identifier ce qu'on appelle des sociostyles. Des sociostyles. Attends, c'est-à-dire la façon dont on est catégorisé à notre insu? Exactement ça. Les études sociologiques vont segmenter les populations selon leur comportement face à leur environnement. Par exemple, on identifie les rigoristes. Les rigoristes? Oui, des gens qui ont un besoin profond d'ordre et de sécurité. À côté, on aura les matérialistes qui assument une consommation beaucoup plus hédoniste, ou encore les décalés qui se veulent en marge, plus critiques. Ah d'accord, donc c'est plus juste une question de tranche d'âge ou de revenus. Pas du tout. Le génie d'un marketing bien affûté, aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on ne vend jamais le même produit avec les mêmes arguments à un rigoriste et à un décalé. Le ciblage devient vraiment chirurgical. Et j'imagine que dans cette mécanique, il y a des cibles qui valent plus cher que d'autres. Tout à fait. Au cœur de ce système, il y a l'identification d'une cible primordiale, les fameux leaders d'opinion. C'est eux qui déclenchent vraiment la machine. Comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? Eh bien, c'est là que la sociologie entre en jeu. Prenons l'un des cas d'école cités dans nos sources, le lancement du roman Les Bienveillantes de Jonathan Littell. Ah oui,
Énorme succès. Voilà. Ce livre, il a eu le prix Goncourt, il s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires. Or, la stratégie initiale ne s'est absolument pas appuyée sur des immenses affiches 4x3 dans le métro ou des spots télé. Ah bon, même pour un tel succès? Et non, l'éditeur a utilisé une approche marketing de niche, ciblant exclusivement ses leaders d'opinion. Pourquoi? Parce que ces individus possèdent ce qu'on appelle un capital social. Pour maintenir leur statut d'expert au sein de leur cercle, ils ont fondamentalement besoin de découvrir les choses avant tout le monde. Ah, donc le marketing leur a fourni la monnaie d'échange social dont ils avaient besoin. C'est exactement ça. En leur envoyant les épreuves du livre en avant-première, on a flatté leur ego intellectuel. Malin. Très malin. Ils l'ont lu, ils en ont parlé autour d'eux. Ce bouche à oreille a ensuite contaminé un deuxième cercle de leaders d'opinion cruciaux, les libraires. Bah oui, parce que le libraire aussi a besoin d'être un prescripteur. Tout à fait. Le libraire doit se positionner comme un découvreur de talent. Et une fois que les libraires se sont mis à défendre ardemment ce pavé de 900 pages, le phénomène est devenu incontrôlable. Et c'est seulement à ce moment-là que la presse généraliste a pris le relais. C'est fou. C'est de l'ingénierie sociale pure, orchestrée par une stratégie marketing invisible, mais implacable. C'est super impressionnant de précision. Mais justement, face à cette machine de guerre marketing ultra rationnelle, qui maîtrise la sociologie, qui s'appuie sur la data et qui est entièrement tournée vers les ventes, il y a une question qui se pose naturellement. Laquelle? Comment la communication fait-elle le poids à côté de ça? Comment elle arrive à justifier sa place à la table des décisions sans être reléguée au simple rôle de décoratrice d'intérieur, pour reprendre notre métaphore de la maison? Si le marketing fait les plans et coule le béton, à quoi elle sert? La com? Alors ça, c'est vraiment la grande angoisse historique des départements de communication. La réponse, elle se trouve dans une notion que le marketing a beaucoup de mal à maîtriser tout seul, c'est la temporalité de la confiance. C'est-à-dire? Eh bien, le marketing est par nature soumis à la dictature de l'immédiateté. Il faut écouler les stocks de la saison, atteindre les objectifs du trimestre, générer un ROI, un retour sur investissement hyper rapide. Ouais, la pression du chiffre. Voilà. La communication, à l'inverse, elle opère sur le temps long. Si le marketing cherche à déclencher l'acte d'achat, la com a pour mission de faire comprendre, d'expliquer le pourquoi et de construire une sorte de bouclier réputationnel. En plus, elle s'adresse à un écosystème beaucoup plus vaste que les simples acheteurs. C'est-à-dire? Elle ne parle pas qu'aux clients finaux. Non. Et c'est fondamental. La communication s'adresse aux journalistes, au pouvoir public, aux investisseurs et, de manière vitale, aux salariés eux-mêmes. Aux salariés, oui. Nos sources mettent vraiment en lumière l'importance cruciale de la communication interne. J'avoue que la communication interne, ça évoque souvent l'image du petit journal d'entreprise un peu lisse, avec le mot du président sur la première page et la recette de cuisine à la fin, le truc qu'on oublie sur une table à la machine à café, quoi. En quoi c'est un outil si stratégique? Alors c'est tout l'inverse d'un journal lisse quand c'est bien fait. Le cas de l'entreprise Bouygues illustre ça brillamment dans nos documents. Bouygues, le géant du BTP. Exactement. Imaginez la complexité d'un tel groupe. Des dizaines de milliers d'employés répartis sur des chantiers partout dans le monde, des ingénieurs ultra diplômés d'un côté, des ouvriers sur le terrain de l'autre. Comment tu fédères des profils aussi divers autour d'une culture commune pour éviter la fragmentation ou les conflits sociaux? Ah ouais, c'est un vrai défi. Ils n'ont pas pondu un long mémorandum institutionnel de 50 pages que personne n'aurait lu. La direction de la communication a carrément créé une véritable bande dessinée pour expliquer la transversalité de leur métier. Une bonne dessinée pour un géant de la construction, c'est quand même super audacieux. C'est audacieux, mais c'est surtout stratégique. La BD permet de contourner le jargon technique et la langue de bois managérielle. Elle respecte l'intelligence des équipes tout en simplifiant la complexité matricielle de l'entreprise. Donc c'est plus visuel, plus direct. Voilà. En donnant du sens au rôle de chacun dans la grande chaîne de construction, la communication interne a agi comme un ciment social. Sans ce lien, même la stratégie marketing la plus agressive s'effondrerait de l'intérieur juste par manque de mobilisation des troupes. D'accord. Je comprends totalement l'impact en l'interne. Mais parlons de la communication externe, celle qui touche le grand public et les médias. On lit dans les documents que la com doit apporter la preuve des valeurs de l'entreprise. C'est ce qu'ils appellent la communication par la preuve. Tout à fait. Le cas de Vittel est cité, avec leur plan de plantation d'arbres en Amazonie. Mais soyons l'avocat du diable 2 secondes. Allez-y. Planter des arbres en Amazonie quand on a une marque qui vend des millions de bouteilles en plastique à usage unique.
La frontière avec le greenwashing n'est-elle pas hyper fine? Comment la communication fait-elle la différence entre une vraie preuve et juste un petit coup d'éclat cosmétique pour se racheter une conscience? C'est une excellente objection. Et honnêtement, c'est exactement le genre de cynisme légitime auquel les journalistes sont formés. C'est pour cela que la mécanique de la conférence de presse de Vittel à la Maison de l'Amérique latine a été étudiée à la loupe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? S'ils s'étaient contentés d'envoyer un communiqué de presse ronflant avec des belles photos de petits arbres, l'opération aurait été massacrée par la critique. La différence s'est jouée sur l'engagement concret et chiffré. La communication a organisé une confrontation directe. Une confrontation? Oui, le grand patron du groupe Nestlé s'est déplacé en personne, accompagné du directeur marketing. Ils ne sont pas venus vendre une image idyllique, ils sont venus présenter un plan audité, budgété, avec un calendrier de déploiement réel. Donc, la com a littéralement mis les dirigeants face à leurs responsabilités publiquement. Et exactement, le mécanisme ici, c'est l'exposition volontaire. En s'exposant comme ça devant une presse experte et sceptique, l'entreprise prenait un risque majeur si elle ne tenait pas ses promesses. Ah ouais, le retour de bâton aurait été terrible. C'est ça. La communication par la preuve, c'est pas du tout maquiller la réalité, c'est utiliser des actes réels et mesurables pour asseoir la crédibilité d'un discours. C'est vraiment l'anti-bling-bling. Ok, le bouclier réputationnel a du sens. Mais il y a une réalité économique qui est super brutale. En temps de crise, quand il faut couper dans les budgets, c'est pas toujours la communication qui trinque la première, hein. Malheureusement, souvent oui. Bah oui, le marketeur arrive dans le bureau de la direction avec son fameux tableau Excel et prouve mathématiquement, voilà, on a dépensé tant en acquisition, ça a généré tant de milliers d'euros de vente. Le fameux ROI. Exactement. Le communicant, avec son travail sur le temps long et sur la réputation, il a beaucoup plus de mal à prouver que son événement presse a directement vendu des palettes de produits. Dans ce duel comptable, le marketing ne gagne-t-il pas à tous les coups? Si on se limite à une vision à court terme, oui. Mais les analyses démontrent que cette logique purement comptable, c'est le meilleur moyen d'aller droit dans le mur à moyen terme. Vraiment. Oui. Opposer la rentabilité immédiate du marketing et l'investissement immatériel de la communication, aujourd'hui, c'est un non-sens absolu. Pourquoi ? Parce qu'il existe un territoire commun, un espace où ces deux cerveaux doivent obligatoirement fusionner, c'est la marque. La marque en tant qu'entité? C'est ça. La marque, c'est le capital qui donne sa véritable valeur financière aux produits physiques. C'est-à-dire que, sans une marque forte, on est condamné à se battre uniquement sur les prix. Exactement. Si la communication ne construit pas une identité, une vraie désirabilité autour de la marque, le meilleur produit du monde, même conçu par le meilleur département marketing, il finira par être copié par un concurrent moins cher. Et la guerre des prix, ça détruit les marges. Voilà. Donc l'interdépendance est totale. D'ailleurs, il y a une étude de cas dans nos sources qui illustre cette fusion parfaite de manière presque ludique, je trouve. C'est un cas où le produit physique et le récit qu'on en fait deviennent totalement indissociables. Ah, je crois voir de quoi vous voulez parler. L'histoire des éditions Marabout. Le contexte est super simple. Le marché du livre de cuisine en France est, à ce moment-là, une mer rouge, un océan totalement saturé. Des milliers de titres inondent des étagères, la concurrence est féroce. Oui, très dur de se démarquer. Sortir un énième livre de recettes de crème brûlée, c'était aller au casse-pipe direct. Le marketing a donc pris le relais de l'éditorial pur pour innover sur la forme même du produit. Ils n'ont pas touché à la recette, ils ont inventé le concept du coffret. Ah oui, le fameux coffret avec le chalumeau. Voilà, le chalumeau. On ne vend plus seulement un livre broché, on vend une grosse boîte contenant le livre, de véritables ramequins en céramique et le clou du spectacle, le chalumeau, pour caraméliser le sucre. Techniquement, c'est un vrai coup de génie marketing. On crée un objet hybride, on répond à un besoin de cadeau prêt à offrir, et au passage, on justifie un prix de vente beaucoup plus élevé. C'est du marketing produit pur et dur. Et surtout, on sort le produit du simple rayon librairie pour l'installer partout. Mais alors, pourquoi la communication était-elle si vitale à ce stade V? En quoi le produit, aussi génial soit-il, ne se suffisait-il pas à lui-même? Parce que l'innovation marketing seule, elle se heurte au filtre des médias. Les rédactions des magazines ou les chroniqueurs culinaires, ils reçoivent peut-être 50, voire 100 livres de recettes par semaine. Ouais, c'est l'usine. C'est un flux ininterrompu. Donc un simple livre de plus, même avec de superbes photos, ça passe direct à la trappe. Mais l'approche de la com a consisté à analyser comment hacker en quelque sorte les critères de sélection des journalistes. En utilisant le chalumeau comme un cheval de Troie médiatique. C'est exactement ça.
Un coffret avec un outil de cuisine professionnel intégré, c'est visuel, c'est tactile. En plateau de télévision ou en radio, ça permet de faire une démonstration, de créer un aspect hyper ludique. Ah, ils ont donné du grain à moudre aux animateurs. Voilà. La communication a pris cette innovation marketing pour la transformer en un objet médiatique irrésistible. Le résultat, un buzz massif, des centaines de reprises dans la presse, et ça sans acheter le moindre espace publicitaire. Incroyable. Le produit est littéralement devenu sa propre histoire. Et c'est là qu'on voit la fusion. Sans la vision du marketing, l'objet hybride n'aurait jamais existé et l'attaché de presse n'aurait rien eu à raconter. Mais sans l'intelligence stratégique de la com pour cibler les bons relais et scénariser l'objet, ce fameux coffret serait resté bloqué dans les entrepôts. Donc, le chef de produit et le responsable com ne peuvent plus travailler dans 2 bureaux séparés. Impossible. Ils doivent s'asseoir à la même table dès la genèse de l'idée. C'est un exemple super frappant, avec un objet très concret. Mais pour quiconque s'intéresse à ces dynamiques, sans pour autant gérer les budgets d'une multinationale ou d'un grand éditeur, quelle est la valeur pratique de ces concepts au quotidien? Qu'est-ce que vous entendez par là? Comment cette philosophie d'intégration, elle redescend à l'échelle d'une petite start-up, d'une association, ou même juste d'un créateur de contenu indépendant? En fait, elle redescend de manière très organique. L'ADN du succès reste exactement le même, peu importe la taille de la structure. Il s'agit toujours de faire fonctionner 2 hémisphères en simultané. Lesquels? D'un côté, la rigueur de l'offre. Est-ce que le produit fonctionne? Est-ce que le prix est juste? Est-ce que la distribution est fluide? Ça, c'est la mécanique un peu froide du marketing. Ok. Et de l'autre côté, il y a la chaleur du récit. Quelle est l'éthique de la démarche? Y a-t-il une vraie transparence? Quelle relation humaine tu tisses avec ton public? Ça, c'est le territoire de la communication. Si un projet possède la meilleure techno du monde mais est incapable d'expliquer pourquoi il existe, il n'y aura aucun attachement. C'est clair. Et à l'inverse, si on raconte une histoire merveilleuse, pleine de belles valeurs, mais que le service client est déplorable ou le produit complètement défectueux, ça va créer une dissonance terrible. Le rejet sera immédiat. C'est pour ça que raisonner en silo, aujourd'hui, c'est devenu un comportement suicidaire. Tu sais, ça me fait penser à une mécanique très courante aujourd'hui dans l'univers numérique. Prenons la gestion des réseaux sociaux pour un nouveau projet. Oui. On va optimiser les formats de vidéo, on analyse les mots-clés, on utilise des accroches spécifiques pour capter l'attention de l'algorithme, on génère du trafic. Ça, c'est de l'acquisition pure, c'est une démarche strictement marketing. C'est ça, l'objectif principal, c'est le clic et la visibilité. Mais si, une fois que les gens arrivent sur la page et prennent la peine de laisser des commentaires, on disparaît. Ah oui, le grand classique. Bah oui. Si on ne prend pas le temps de leur répondre, de créer un vrai dialogue, d'accepter la critique ou de fédérer ces gens autour de valeurs communes, on passe complètement à côté de l'objectif final. Transformer une simple audience un peu froide en une vraie communauté engagée, c'est un travail de communication. Tout à fait. Attirer l'attention, c'est devenu une science. Mais tisser un lien de confiance pour que cette attention reste, c'est un art. Les 2 gestes sont totalement indissociables. C'est fascinant. C'est l'essence même de ce que révèlent toutes nos sources. Le marketeur qui traite encore la communication comme un simple vernis esthétique pour faire joli, il se trompe lourdement. Et le communicant qui méprise le marketing en le voyant juste comme une caisse enregistreuse sans âme, il se trompe tout autant. Donc, dos à dos, tout le monde perd. Voilà, la complexité et surtout la transparence de notre époque rendent ces petites querelles de chapelle non seulement ridicules, mais surtout hyper dangereuses pour le business. Je crois que c'est vraiment le grand enseignement qu'on peut tirer de cette exploration. On peut déclarer la fin officielle de la guerre froide entre ces 2 mondes. Les frontières, elles ont volé en éclats. Complètement. Un produit techniquement parfait, soutenu par le meilleur marketing prédictif, il ne survivra pas à une tempête réputationnelle ou à une grosse crise de confiance. Et une image de marque construite à coups de millions, aussi éblouissante soit-elle, ça sauvera jamais une offre qui ne répond plus à la réalité des usages. C'est ça, l'équilibre n'est plus du tout une option de luxe, c'est la règle d'or absolue pour la survie. Et j'ajouterais même que cette fusion indispensable, c'est en fait qu'une étape vers un bouleversement encore plus profond de l'équilibre des pouvoirs. Un bouleversement, c'est-à-dire? Les sociologues identifient aujourd'hui l'émergence d'une nouvelle frange de la population qu'ils appellent parfois la génération bêta. Pour ces gens-là, la performance financière d'une organisation n'a plus aucune légitimité si elle ne s'accompagne pas d'une utilité sociale ou environnementale vraiment démontrable. Ah oui, la fameuse quête de sens. Voilà.
Et si on couple cette exigence morale qui est assez radicale avec la puissance de feu des réseaux sociaux, on réalise que les entreprises ont définitivement perdu le monopole de leur propre récit. C'est très vrai. Le consommateur, équipé juste de son smartphone, il a désormais la capacité de détruire une campagne de com entière ou au contraire de propulser un produit sans le moindre budget publicitaire. Exactement, ils scrutent les actes, ils dénoncent la moindre incohérence et ils valident les promesses. Ce qui nous laisse avec une réflexion assez vertigineuse pour clore cette émission. Si le public dicte le succès de l'offre et possède littéralement le pouvoir de vie ou de mort sur la réputation d'une marque d'un simple clic, ne devient-il pas, en fin de compte, le véritable et unique directeur conjoint du marketing et de la communication? C'est une excellente question à se poser. Une idée bien provocante à méditer la prochaine fois qu'une publicité tentera de capter notre attention sur nos écrans. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur des stratégies modernes et à très vite pour une nouvelle exploration.